Bonjour à tous, je suis le docteur Lauré, je suis un des chefs de clinique en pneumologie sur le CHU de Toulouse et on va faire aujourd'hui le cours sur l'insuffisance respiratoire chronique. Le cours il va s'articuler autour de quatre grandes étapes. On va commencer par voir la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire chronique. Ensuite, on va s'intéresser à quelques définitions. On va s'intéresser aux étiologies possibles de cette insuffisance respiratoire chronique et en dernier lieu au traitement de cette insuffisance respiratoire chronique. Si on commence par un peu de physiopathologie, je vous rappelle que la mécanique ventilatoire, c'est un soufflet qui permet l'inspiration, c'est-à-dire le fait de gonfler les poumons, et l'expiration, le fait de les vider. Ce soufflet est constitué du sac où va se passer les échanges, c'est-à-dire les deux poumons, de la plèvre, qui est l'enveloppe de ce poumon, de la paroi thoracique, qui permet la déformation et les mouvements, et des voies aériennes qui permettent d'apporter l'air riche en oxygène depuis la bouche et la trachée jusqu'au bout des poumons. L'ensemble de cette mécanique ventilatoire, de ce soufflet, va permettre de réaliser les échanges gazeux. Les muscles respiratoires, ce sont les effecteurs principaux qui permettent de faire fonctionner ce soufflet respiratoire. Il faut savoir qu'à l'inspiration, en temps normal, la quasi-totalité du travail respiratoire dépend du diaphragme. Il peut y avoir une mise en jeu des intercostaux externes. Par contre, si on continue à gonfler et qu'on fait une inspiration forcée, là, il va y avoir d'autres muscles, ce qu'on appelle les muscles inspiratoires accessoires qui vont rentrer en jeu, principalement au niveau du cou, le scalène et le sternocleidomastoïdien, mais également les pectoraux, le grand dentelé ou le sous-clavier. A l'inverse, l'expiration est vraiment un phénomène passif de relâchement de ces muscles inspiratoires. L'expiration forcée, on va principalement forcer avec les muscles au niveau du ventre, les transverses, les obliques internes et externes, les grands droits, mais également au niveau des côtes avec les intercostaux, cette fois-ci internes. Ainsi, pour, on va dire, ventiler, on a une information qui va venir des centres respiratoires qui sont présents au niveau du cerveau, qui vont transiter par les nerfs, et le principal, on va dire, celui qui va aller au diaphragme, c'est le nerf phrénique. Et donc, il va y avoir une contraction au niveau du diaphragme. Cette contraction au niveau du diaphragme, elle va avoir comme conséquence de diminuer la pression intrathoracique et donc de diminuer la pression intra-alvéolaire qui va devenir inférieure à la pression atmosphérique. Et donc ceci va avoir comme action de faire rentrer l'air jusqu'au fond des alvéoles. Ce fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la pompe ventilatoire. Et donc là, je vous ai remis, on va dire, la même chose, le fonctionnement de cette pompe ventilatoire de manière un petit peu plus détaillée avec le centre respiratoire qui est dans le bulbe rachidien, les différents muscles dont on a déjà parlé, leur action, c'est-à-dire principalement l'abaissement du diaphragme, donc la diminution de la pression intrathoracique, et également il peut s'associer le soulèvement des côtes. Tout ceci a comme conséquence l'inspiration. Les échanges gazeux, eux, ils vont se réaliser vraiment directement au sein des alvéoles. On va avoir au sein de ces alvéoles un air sur lequel il va y avoir une forte concentration en oxygène qui va être mis au regard de vaisseaux, de capillaires. Et ces capillaires, ils vont amener le sang qui revient des organes par le cœur droit. Et donc ce sang qui revient des organes par le cœur droit, il est riche en gaz carbonique, un des déchets de l'organisme. Et donc il va y avoir des échanges gazeux qui vont se faire au travers de la barrière alvéolo-capillaire entre les alvéoles et les capillaires au niveau du poumon, sur lequel le gaz carbonique va passer, va rentrer dans les alvéoles, alors que l'oxygène va aller au niveau des capillaires. Ce sang riche en oxygène, il va partir du poumon, rejoindre le cœur gauche et aller dans la circulation générale. Ça, c'est vraiment
la fonction de l'échangeur gazeux au niveau du poumon. Donc, pour définir notre insuffisance respiratoire chronique, on a fixé des normes. L'insuffisance respiratoire chronique, c'est l'incapacité de l'organisme à assurer des échanges gazeux corrects, ce qu'on appelle l'hématose. Elle se définit gazométriquement par une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure et ou une hypercapnie avec une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure. Au maximum, il peut s'agir d'une insuffisance respiratoire chronique qui est dite grave. Et là, on a une PaO2 qui va être inférieure à 55 mm de mercure en air ambiant ou au repos, ou inférieure à 60, associée à d'autres signes. Dans ces signes, il y a une hypoxémie nocturne, une polyglobulie ou une insuffisance cardiaque droite. Cette insuffisance respiratoire chronique grave, elle a comme indication de traitement l'oxygène. L'insuffisance respiratoire chronique, elle nécessite donc une gazométrie, et pour être précis, c'est plusieurs gazométries réalisées en air ambiant, au repos, en dehors de tout épisode aigu. On peut également avoir deux autres techniques pour suspecter ou suivre cette insuffisance respiratoire chronique. En numéro 1, on peut avoir la saturation périphérique en oxygène au bout du doigt avec un saturomètre, qui est une mesure ponctuelle qui nous donne un reflet de ce qui se passe au niveau du sang, mais principalement un reflet de la PaO2 sanguine. On considère qu'elle est, on va dire, normale dans cette situation si elle est supérieure ou égale à 90. Et en dernier lieu, on peut se servir d'une capnographie qui, en fait, par un capteur au niveau de l'oreille ou du front, va venir mesurer au travers de la peau la capnie qui est dans le sang. C'est un bon reflet de cette capnie. C'est pas aussi précis que la gazométrie, parce que c'est non invasif, mais néanmoins, ça permet d'appareiller nos patients avec ce dispositif-là sur la nuit et de savoir ce qui se passe pendant plusieurs heures d'enregistrement, ce qu'on ne sait pas avec une gazométrie. Si on fait quelques rappels sur la gazométrie, je vous rappelle que le pH, il dépend du bicarbonate et de la PCO2. Ainsi, quand on a un pH inférieur à 7,38, c'est qu'on a une acidose. Quand on a un pH qui est supérieur à 7,42, c'est qu'on a une alcalose. Cette acidose, elle va être métabolique si les bicarbonates sont diminués, ou va être respiratoire si la capnie est augmentée. Et donc si on fait l'inverse, si les bicarbonates sont augmentés, on va avoir une alcalose métabolique, alors que si la PCO2 est diminuée, on va avoir une alcalose respiratoire. Les valeurs normales, la PaO2, on l'a vu. Globalement, ce qu'on dit, c'est que supérieur à 80, on considère que c'est normal. Inférieur à 70, c'est qu'on a une insuffisance respiratoire chronique. Si jamais on a plusieurs gazométries qui nous montrent en dehors de phénomènes aigus, en air ambiant et au repos. La capnie, on dit qu'elle doit être comprise entre 40, plus ou moins 5 mm, donc entre 35 et 45. Le pH entre 7,38 et 7,42. Et les bicarbonates entre 25 et 27. Il faut savoir que notre organisme, il a des moyens de compenser l'hypoxémie, c'est-à-dire le fait d'avoir une PaO2 et donc une saturation basse. Il en existe plusieurs qui peuvent être, on va dire, au niveau de différents endroits de l'organisme. En numéro 1, il y a au niveau des centres respiratoires. En fait, on a des récepteurs au niveau de l'organisme qui vont transmettre des informations au centre respiratoire et dire que le taux d'oxygène, la PaO2, est trop basse. Et dans ce contexte-là, les centres respiratoires vont faire augmenter la fréquence respiratoire pour créer donc une hyperventilation et donc venir augmenter cette PaO2. En numéro 2, il y a le cœur. On sait que face à une hypoxémie, on va avoir ce qu'on appelle une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque et donc une augmentation du débit cardiaque qui va être réactionnel. L'idée, c'est qu'on va essayer de faire plus circuler le sang qu'on a.
Et en numéro 3, de manière plus chronique, l'organisme peut synthétiser plus d'hémoglobine, c'est-à-dire augmenter le nombre de globules rouges pour essayer de capturer de manière plus intense de l'oxygène au niveau de ces globules rouges pour le transporter plus facilement. Donc, en ce qui concerne les mécanismes de compensation, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du débit cardiaque et une augmentation des globules rouges. De la même manière, il va exister des mécanismes compensateurs des variations du pH. Je vous ai remis l'équation qui permet de déterminer le pH, où on voit que ça dépend du gaz carbonique d'un côté, le CO2, et de l'autre côté, du bicarbonate. Et en fait, ça va être les deux grands mécanismes qui vont permettre de tamponner, c'est-à-dire de compenser les variations de l'ion hydrogène et donc du pH. Ainsi, quand on va avoir des variations trop rapides au niveau du pH, on va avoir les chémorécepteurs respiratoires qui peuvent entraîner une réponse ventilatoire rapide, soit une hypoventilation, soit une hyperventilation. Et par contre, si jamais on est face à une atteinte respiratoire, le rein va pouvoir compenser, mais il faut savoir que la régulation rénale est plus lente. Il nécessite quelques jours. Maintenant qu'on a vu la physiopathologie, quelques définitions, on va pouvoir s'intéresser à l'étiologie, aux causes de l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, si on reprend notre schéma habituel de la respiration, je vous rappelle qu'il y a un message nerveux qui commence au niveau de la commande centrale, qui va être transmis par le système de conduction, donc les nerfs périphériques, dont le nerf phrénique, jusqu'à la pompe. La pompe, ça va principalement être le diaphragme, qui va être relié à la cage thoracique, qui va entraîner l'entrée de l'air à l'intérieur de la cage thoracique, et donc un échange au niveau de l'échangeur, au niveau des alvéoles et de la barrière alvéolo-capillaire, directement au niveau du poumon. Et donc, on voit que ces différentes étapes dans la respiration peuvent être atteintes et peuvent être à l'origine d'une cause d'insuffisance respiratoire chronique. Si on a une atteinte de la commande centrale, ça peut être surtout une atteinte du système nerveux central, dans les suites d'un AVC, d'un traumatisme, qui va venir atteindre directement ces centres respiratoires. On étudie aussi actuellement l'impact d'une protéine, la leptine, qui va être sécrétée surtout chez les patients en surpoids, avec des réserves importantes de graisse. Et on sait que cette protéine peut venir modifier nos centres respiratoires, ce qui serait, on va dire, une des causes également de l'atteinte respiratoire chez les patients en surpoids, ce qu'on va voir après. Il peut y avoir une atteinte du système de conduction si les nerfs sont atteints, avec une atteinte du système nerveux périphérique, que ce soit parce qu'ils ont été coupés, soit par un traumatisme, soit en post-chirurgie, ou alors qu'il y a une maladie directement au niveau des nerfs. Il peut y avoir une atteinte musculaire au niveau du diaphragme, il peut y avoir des déformations thoraciques qui expliquent un mauvais fonctionnement du diaphragme, et en dernier lieu, on sait que l'obésité, qui va venir entraîner une augmentation du travail diaphragmatique, peut aussi être à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique. En dernier lieu, il peut y avoir des atteintes de l'échangeur. Dans les atteintes de l'échangeur, c'est surtout des atteintes des poumons, des atteintes pulmonaires. Si on est sur une défaillance de l'échangeur, c'est-à-dire du poumon, on va avoir plutôt en numéro 1 une hypoxémie. Si par contre on a une défaillance de la pompe ventilatoire, c'est-à-dire des muscles, ce qui va apparaître en premier lieu, ça va plutôt être une hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire qu'une augmentation du gaz carbonique avant la diminution de l'hypoxémie. Ça, c'est des grandes idées générales. Il faut savoir qu'en fonction
des patients, voire de certains types de pathologies de l'échangeur, il peut y avoir une apparition avant d'une hypoventilation plus rapidement que de l'hypoxémie. Ça va dépendre un petit peu du type de pathologie. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand le poumon est malade, on a l'hypoxémie en premier. Quand on a une défaillance de la pompe, c'est-à-dire vraiment le muscle, la commande, ça va plutôt être de l'hypoventilation alvéolaire et donc de l'hypercapnie en premier. Si on a une atteinte de l'échangeur, au niveau de l'échangeur, on l'a déjà vu, il y a principalement les alvéoles, la membrane alvéolo-interstitielle qui constitue l'espace alvéolo-interstitiel et les capillaires pulmonaires. En numéro 1, c'est l'alvéole qui est malade. Il peut y avoir par exemple des sécrétions à l'intérieur de l'alvéole qui vont venir la boucher. Il peut y avoir un œdème, ça peut être responsable, ou en lien avec une insuffisance cardiaque. Il peut aussi y avoir une destruction de ces alvéoles, comme dans de l'emphysème. Ensuite, ça peut être la membrane entre l'alvéole et le capillaire qui peut être malade. Ça peut être en lien avec des dépôts de fibres, ce qu'on va appeler le pneumopathie infiltrative diffuse. Ça peut être en lien avec des dépôts de cellules cancéreuses, ce qu'on va appeler de la lymphangite carcinomateuse. Et en dernier lieu, ça peut être le capillaire qui peut être malade. Si le capillaire va être malade, c'est ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire. Cette hypertension, c'est une augmentation de la pression à l'intérieur du capillaire. Il y a différentes causes qui va venir gêner le travail de l'échangeur. Si on regarde les maladies de l'échangeur, quand le poumon est principalement malade, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des maladies obstructives, avec de l'asthme vieilli ou des BPCO. On va avoir des maladies plutôt restrictives, type pneumopathie infiltrative diffuse. Le grand exemple qu'on donne, c'est la fibrose. Ou alors, on va avoir des maladies qui vont venir diminuer le poumon, c'est-à-dire l'alvéole et le nombre d'alvéoles. Par exemple, de l'emphysème. Par exemple, des séquelles de tuberculose avec de la destruction du poumon. Par exemple, la suite d'une pneumonectomie, c'est-à-dire le chirurgien qui a retiré un poumon, quelle que soit la cause. En dernier lieu, on sait qu'on va avoir des troubles ventilatoires restrictifs qui peuvent être en lien avec une conformation un peu particulière du thorax, ce qu'on appelle la kyphoscoliose, avec un retentissement pulmonaire. Et bien entendu, donc, il va y avoir des maladies des artères pulmonaires, soit de l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, c'est-à-dire que c'est une maladie en elle-même, ou alors dans les suites d'embolie pulmonaire. Maintenant qu'on a vu les insuffisances respiratoires chroniques qui étaient en lien avec une atteinte de l'échangeur respiratoire, on va voir les insuffisances respiratoires chroniques qui sont en lien avec une anomalie de la pompe. C'est-à-dire que le soufflet thoracique a du mal à fonctionner, à assurer une bonne ventilation, alors même que le poumon est normal et sain. Ça peut être une maladie qu'on dit neuromusculaire, soit une atteinte du neurone qui va entraîner une dégradation du muscle, soit une atteinte directe du muscle. Par exemple, certains types de maladies auto-immunes, comme la myasthénie, ou la fameuse maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Il peut également avoir ce qu'on appelle le syndrome d'obésité-hypoventilation, c'est-à-dire qu'un patient qui va être trop obèse va avoir une diminution de sa ventilation, ce qu'on appelle une hypoventilation, qui est en lien avec le travail diaphragmatique qui va être trop important à fournir proportionnellement à ce qu'il est capable de faire. Et donc ceci va entraîner une insuffisance respiratoire chronique. En dernier lieu, il peut y avoir des maladies de l'échangeur et de la pompe ventilatoire, comme par exemple un patient neuromusculaire qui va être encombré, sur lequel il va y avoir des atelectasies, ou par exemple un patient avec une obésité, mais qui va également avoir une BPCO en lien avec un tabagisme actif. Si on s'intéresse aux maladies neuromusculaires, il peut y avoir des atteintes du nerf phrénique, comme des neuropathies ou des lésions du nerf. Il peut y avoir une atteinte de la jonction, une maladie auto-immune qui s'appelle la myasthénie, ou des atteintes musculaires, type myopathie de Duchenne ou myotonie de Steinert.
Et ces atteintes de la pompe ventilatoire vont être en premier lieu caractérisées par l'apparition précoce d'une hypercapnie. Il va y avoir l'hypercapnie avant l'hypoxémie. Tout ceci s'intègre dans un handicap global qui va être variable en fonction de l'atteinte initiale. Par exemple, un patient avec une autonomie de Steinert garde une autonomie conservée alors qu'un patient avec une myopathie de Duchenne ou une SLA va être plus atteint au niveau du handicap global. En ce qui concerne les signes cliniques, il y a les signes cliniques respiratoires. Il y en a deux grands pour les patients atteints de maladies neuromusculaires. C'est l'essoufflement, qui va arriver le plus souvent en position allongée. Ça arrive en position allongée parce qu'en fait, en position assise ou debout, si le patient peut encore se mettre debout, le patient va garder une bonne activité diaphragmatique puisqu'en fait son diaphragme va être aidé par la gravité. Et souvent, en fait, concrètement, c'est les patients qui vont dormir au fauteuil. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir s'allonger. Dès qu'ils vont s'allonger, ils vont se mettre quasiment en détresse respiratoire, ou en tout cas en balancement et avec des signes de tirage. Donc ils vont être très inconfortables. Donc ils vont rester en position demi-assise pour dormir. Le deuxième grand signe clinique, c'est une inefficacité de la toux. C'est-à-dire que le patient, il a souvent l'impression d'être encombré, ou alors dans des cas même assez extrêmes, le patient a une toux totalement inefficace, qui ne fonctionne plus, donc en fait il ne mobilise pas ses sécrétions, qui vont venir tapisser entre guillemets les alvéoles, qui vont rester bien au fond, qui vont être à risque de se surinfecter ou de créer des atelectasies, et le patient va même pas pouvoir les évacuer, donc les sécrétions vont même pas venir dans les bronches, donc le patient va même pas se sentir encombré. Et bien entendu, il existe des signes extra-respiratoires. Il peut y avoir dans les myopathies des atteintes des muscles de la déglutition avec des troubles de la déglutition, des raclements de gorge, des voix enrouées, l'apparition de toux pendant les repas ou une majoration de la dyspnée pendant les repas. Et il peut également y avoir des troubles du sommeil qui peuvent être en lien avec une hypercapnie nocturne, avec des cauchemars, des céphalées matinales, voire une inversion de la veille, du rythme de veille. Sur ces atteintes-là, il peut également exister ce qu'on appelle le syndrome d'obésité hypoventilation. C'est classiquement ce qu'on appelle le syndrome d'hypoventilation alvéolaire. L'autre nom, c'est le syndrome de Pickwick. Comme je vous disais, c'est une hypoventilation qui est caractérisée par une hypercapnie chronique avec une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure, associée à une obésité, sans qu'on ait d'autres pathologies respiratoires associées pouvant être responsables de ce tableau clinique. Les signes cliniques, ça va être un essoufflement qui va arriver initialement à l'effort puis qui peut être au repos. Ça peut être de la cyanose si on est sur une insuffisance respiratoire chronique évoluée. Et au maximum, ça peut être des signes de surcharge droite, de surcharge cardiaque droite, qui vont apparaître dans un contexte d'HTAP ou de cœur pulmonaire chronique. Ainsi, si l'on reprend, on va dire, les grands signes cliniques qui peuvent exister, en ce qui concerne la dyspnée, c'est un essoufflement qui est défini par une perception inconfortable de la respiration. C'est tout à fait subjectif. C'est ça qui est assez difficile sur l'essoufflement. Donc on va essayer plusieurs méthodes pour évaluer cette dyspnée. Il existe différentes échelles ou différents scores. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est le score de Borg. Il y a également l'échelle NYHA qui est plutôt en cardiologie, l'échelle de Sadoul. On peut utiliser une échelle visuelle analogique. Donc là, je vous ai mis l'échelle de Borg, qui globalement va de 0 à 10. 0, une dyspnée nulle, 10, une dyspnée maximale. Et on voit que chaque chiffre a un équivalent. C'est une échelle qui est simple, qui est assez reproductible, et qui peut permettre rapidement d'avoir une idée de l'essoufflement dans un contexte aigu.
L'EVA, ben, c'est un petit peu ce que vous connaissez par analogie avec l'EVA pour la douleur. On va remettre au patient une petite réglette avec un petit curseur sur lequel il va nous définir une échelle qui va même chose de 0 à 10. L'échelle de Sadoul, c'est une échelle comme d'autres qui peut exister. Elle va de stade 0 à stade 5, qui sont représentés là. Donc 0, rien. 1, c'est pour les efforts importants supérieurs à 2 étages. 2, c'est dès un étage ou en marche rapide. 3, c'est sur terrain plat. 4, c'est à la marche lente. Et 5, c'est au moindre effort. En ce qui concerne la cyanose, on dit qu'il faut que le taux d'hémoglobine réduite dans le sang capillaire soit supérieur à 5 grammes par décilitre pour voir apparaître une cyanose. Et donc, il faut la rechercher principalement au niveau des lèvres, au niveau des ongles. On peut également la voir au niveau des lobes des oreilles. En ce qui concerne les signes d'insuffisance cardiaque droite, ou dit de cœur pulmonaire chronique, il va y avoir les jambes qui vont gonfler, les œdèmes des membres inférieurs. Il va y avoir une turgescence jugulaire, c'est-à-dire que quand on va avoir le patient en position allongée, qu'on va appuyer sur son foie, et bien on va avoir du sang qui est stocké au niveau de la partie inférieure de l'organisme, qui va remonter, donc qui va entre guillemets déborder, et sur lequel on va venir voir apparaître la jugulaire qui va gonfler. Ça, c'est le reflux hépatojugulaire. La turgescence jugulaire, c'est le même phénomène, une grosse jugulaire, mais sans même avoir besoin d'appuyer sur le foie. Si on appuie sur le foie qu'il a mal, c'est une hépatalgie, c'est aussi un signe d'insuffisance cardiaque droite. Et on peut avoir un signe à l'auscultation cardiaque, qui est le deuxième bruit du cœur, qui va être très important au niveau du foyer systolique. Au maximum de l'évolution d'un cœur pulmonaire chronique, il peut y avoir l'apparition de troubles du rythme, qui vont être cliniques avec des malaises, des palpitations, voire des douleurs thoraciques atypiques. Donc, quels sont les examens complémentaires que l'on va pouvoir faire dans un contexte d'insuffisance respiratoire chronique? Il va bien entendu falloir s'intéresser aux poumons, donc aller voir une radio du thorax et on fait assez fréquemment un scanner. Pour porter le diagnostic, il nous faut bien entendu la gazométrie. Les EFR vont être également très représentatives et nous donner beaucoup d'indices sur ce qui se passe au niveau du poumon. On va pouvoir également évaluer le patient à la marche avec un test de marche. Et il va falloir discuter également avec le cardiologue, voir s'il ne peut pas nous faire une échographie cardiaque pour rechercher deux choses. Un, est-ce qu'il y a une cardiopathie associée ou alors qui peut expliquer l'hypoxémie? Et deux, est-ce qu'il n'y a pas un retentissement de ce qui se passe au niveau des poumons sur le cœur, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque chronique, un cœur pulmonaire chronique, consécutif à l'insuffisance respiratoire. On va voir différentes radios. Là, la première radio, c'est une radio qui est strictement normale. On voit très bien au milieu, en blanc, l'ombre cardiaque des deux côtés, les deux poumons. On voit qu'il n'y a pas d'anomalie particulière au niveau de ces poumons. Par exemple, sur cette radio, on voit très bien qu'il y a une distension thoracique avec le sommet qui a quasiment la même largeur que la base. Et également, on voit un thorax en tonneau avec un élargissement du diamètre antéro-postérieur sur la radio thoracique. Et on peut également voir d'autres signes de distension thoracique avec un aplatissement des coupoles, avec des espaces intercostaux qui vont être augmentés en taille, avec des côtes qui vont être également plates et avec une augmentation de l'hyperclarté rétrocardiaque et rétrosternale. Ici, on vous a représenté une coupe scanographique d'un patient qui a atteint d'une fibrose pulmonaire idiopathique et on peut voir ces images comme on a sur les deux zones postérieures avec ces fameux rayons de miel.
qu'on voit très bien là. Il y a également les zones trop blanches qui sont des zones de réticulation. On s'imagine également qu'un patient atteint de cette kyphoscoliose-là, avec clairement une déviation de la colonne vertébrale, va avoir un poumon qui va être plus petit d'un côté que de l'autre. Et donc probablement un trouble ventilatoire restrictif qui peut expliquer qu'il va moins bien respirer. Je vous ai représenté là ce qu'on voit classiquement sur le syndrome d'obésité hypoventilation. Ça, c'est une radiologie d'interprétation un petit peu difficile. Néanmoins, on voit des condensations au niveau du sommet à droite du patient, qui sont des séquelles de tuberculose, qui peuvent aussi expliquer ou être à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique. Pour continuer sur les examens complémentaires, les autres examens complémentaires qui vont nous permettre d'avancer sur le diagnostic de cette insuffisance respiratoire chronique, ça va être les fameux EFR, les épreuves fonctionnelles respiratoires. Il en existe plusieurs différentes qui reposent toutes, on va dire, sur la physiopathologie respiratoire. Ainsi, quand on va faire des EFR à nos patients, on va obtenir ce type-là de courbe. Initialement, on va commencer par faire respirer tranquillement le patient dans l'embout de manière hermétique. On va avoir ce qui va correspondre au trait jaune vers le haut des inspirations et au trait jaune vers le bas des expirations. Initialement, il va respirer tranquillement. On va donc obtenir ce qu'on appelle le volume courant, qui est noté VT pour Tyndall en anglais. Ensuite, on a tous la capacité de gonfler au maximum les poumons ou alors de vider encore plus les poumons. On peut donc venir mobiliser des volumes qui vont être en plus, soit en soufflant, et donc on va venir mobiliser le volume résiduel expiratoire, ou alors en gonflant au maximum les poumons, et on va venir mobiliser le volume résiduel inspiratoire. La somme de ces trois volumes, VRI, VT, VRE, ça va nous donner la capacité vitale. La capacité vitale, c'est la totalité du volume d'air que l'on peut mobiliser dans notre vie de tous les jours quand on va gonfler au maximum et vider au maximum. On voit que néanmoins, ce n'est pas la totalité de l'air qu'il y a dans le thorax. En effet, même quand on a terminé l'expiration, il reste de l'air dans le thorax, et cet air qui reste dans le thorax, c'est ce qu'on appelle le volume résiduel. Et quand on a terminé notre volume courant, on voit qu'il y a donc deux types de volumes qui restent dans le thorax, ce qu'on appelle le VRE, le volume résiduel expiratoire qui est mobilisable, et le VR, le volume résiduel, qui lui n'est pas mobilisable par le patient. Et quand on additionne ces deux volumes, on obtient la CRF, qui est la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est-à-dire la totalité de l'air qui reste dans le poumon à la fin d'une expiration classique, standard. Et en dernier lieu, on définit la CPT, la capacité pulmonaire totale, par la somme des quatre volumes. Le VT, le VRI, le VRE, ça c'est la capacité vitale, plus le volume résiduel qui lui n'est pas mobilisable par le patient. En dernier lieu, on voit qu'il y a une zone grisée au niveau, on va dire, de la CV, ou en tout cas quand on part de la fin de l'inspiration et qu'on va venir souffler et vider au maximum les poumons. Nos patients, on peut leur demander de gonfler au maximum et de souffler très vite et très fort, et on va obtenir ce type-là de courbe. Et donc, si on dit qu'en bas, il y a un axe qui est le temps, on va venir prendre le volume que le patient va expirer au maximum en 1 seconde. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le VEMS.
Et ce VEMS, il nous permet d'obtenir le rapport de Tifno, quand on vient le rapporter sur la capacité vitale du patient, et ça nous définit, on verra ça un petit peu plus tard, le trouble ventilatoire obstructif et des pathologies comme l'asthme ou la BPCO. Donc ça, c'est la totalité des mesures et des calculs, donc des volumes et des capacités, qu'on peut obtenir avec des EFR. Quand on prend le débit sur le volume, on obtient des courbes débit-volume. Et on va avoir de manière classique des courbes qui vont être les courbes vertes. Et on voit que quand on a des obstructions, en fonction de la sévérité de l'obstruction, on va obtenir des courbes qui vont être de plus en plus concaves. Et au maximum, on voit même qu'on va avoir une diminution du débit du patient, alors que les volumes vont rester comparativement plus préservés. Ainsi, si on voit sur les définitions des EFR, ces EFR nous permettent de rechercher un trouble ventilatoire. Il en existe plusieurs. Le trouble ventilatoire obstructif, il se définit par un rapport de Tifno, qui est le VEMS sur la CV, inférieur à 70%. Le trouble ventilatoire restrictif, il se définit par une CPT inférieure à 80%. Et il existe également un syndrome de distension thoracique qui va se définir par une CPT supérieure à 120%. Il peut s'y associer un VR supérieur à 120% ou une CRF supérieure à 120%. Les deux grands syndromes à connaître sont le trouble ventilatoire obstructif et le trouble ventilatoire restrictif. Les EFR nous permettent également d'explorer les muscles respiratoires. Les muscles respiratoires, ça va être un bon reflet de la fonction pompe du patient. On va donc venir faire réaliser ce qu'on appelle un sniff test. Comme sur l'image donnée, en fait, on va venir obstruer une narine et dans l'autre narine, on va venir mettre un capteur qui va être relié à notre ordinateur et à nos instruments de mesure et on va demander au patient de venir sniffer, de venir renifler très fort au maximum. Et donc on va obtenir comme ça des courbes où on voit sur les courbes de gauche un patient, on va dire, sur lequel l'enregistrement est normal, on a des valeurs qui sont inférieures à -100, alors que notre patient qui va avoir une pathologie surtout du diaphragme va avoir du mal à renifler très fortement, donc les pressions qu'il va générer vont être moins importantes, entre -50 et -100. Et donc ce sniff test, c'est un bon reflet de ce qui se passe au niveau du diaphragme et donc de notre atteinte musculaire, de notre fonction pompe. En dernier lieu, on peut venir faire des tests d'exercice. Le but, c'est d'aller savoir ce qui se passe à l'effort, voir quel type de limitation d'effort le patient a. Est-ce que c'est une limitation pulmonaire? Est-ce que c'est une limitation cardiaque? Est-ce que c'est une limitation musculaire? On peut, si on en réalise plusieurs à différents moments, rechercher une évolution de l'atteinte pulmonaire ou au contraire une efficacité de notre traitement. Par exemple, un patient qu'on va réentraîner à l'effort, on va faire un test d'effort au début, un test d'effort après le réentraînement pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. En termes de modalité pratique, il va exister plusieurs types. Il existe le test de marche de 6 minutes où en fait on va simplement faire marcher le patient pendant 6 minutes. On va lui prendre la saturation et on va voir ce que ça donne et on va mesurer la distance qu'il parcourt. Il peut exister des épreuves triangulaires. On va faire une augmentation progressive de la puissance de l'exercice jusqu'au maximum sur lequel le patient peut aller. Et ça, on va le réaliser sur un vélo. Et au contraire, on peut faire des épreuves rectangulaires. On va mesurer l'endurance sur une puissance constante. Donc le but,
ça va être de voir combien de temps le patient va tenir. En dernier lieu, on va donc voir quels sont les traitements de l'insuffisance respiratoire chronique. Il faut savoir que les traitements de l'insuffisance respiratoire sont en augmentation, puisque c'est une pathologie qui est de plus en plus diagnostiquée, et je vous rappelle que la BPCO est en augmentation, donc on a vraiment une augmentation de la mise en place de ces traitements, et actuellement on a un peu plus de 100 000 patients qui sont appareillés au long cours par des dispositifs médicaux d'oxygène ou de ventilation pour une insuffisance respiratoire chronique. Le traitement à toutes les insuffisances respiratoires chroniques, bien entendu, quelle que soit la cause, il faut éviter de venir inflammer les poumons, donc il faut surtout ne pas fumer. Il faut contrôler les règles hygiéno-diététiques avec l'importance du maintien d'activité physique, surtout l'importance du poids. On va dire qu'un patient dénutri, c'est un patient qui va avoir une perte musculaire et donc qui va se sentir plus dyspnéique et qui va être également plus à risque à faire des infections. Et au contraire, un patient obèse, c'est un patient qui va être plus à risque de faire de l'hypoventilation et d'être également dyspnéique. On va protéger au maximum notre patient contre les infections avec des vaccins. On va traiter de manière assez précoce les infections respiratoires. On va éviter de laisser les situations traîner. On va faire des surveillances régulières, surtout par scanner, puisqu'on sait que la BPCO et les cancers du poumon viennent s'intriquer très régulièrement. Et en dernier lieu, tout patient insuffisant respiratoire chronique, c'est un patient qui peut relever d'une réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire d'un réentraînement à l'effort associé à une éducation thérapeutique. En ce qui concerne les appareillages, on a deux grands types d'appareillages. On a un appareillage par oxygène, une oxygénothérapie, ou un appareillage par ventilation. Comment est-ce qu'on va pouvoir, voir quel patient va plutôt appareiller par oxygène et quel patient va plutôt appareiller par VNI? Et bien ça va vraiment dépendre du type d'atteinte des patients. Si c'est plus une hypoxémie, donc une diminution de la PaO2, on va plutôt avoir recours à de l'oxygène pour faire monter cette PaO2. Si on est face à une hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire à une augmentation du gaz carbonique, pour faire plus ventiler notre patient, on ne va pas se servir de l'oxygène, mais on va plutôt se servir des assistances ventilatoires du type ventilation non invasive, voire invasive si le patient est trachéotomisé ou on a une ventilation qui est trop importante. Les indications de l'oxygène dans le contexte d'insuffisance respiratoire chronique, c'est tout patient qui a une PaO2 qui est inférieure à 55 mm de mercure à 2 reprises à distance d'un épisode infectieux ou en tout cas d'un épisode aigu. Souvent on dit qu'il faut à peu près 2 contrôles entre 2 et 3 semaines. Ensuite, on va venir se poser la question pour les patients qui sont entre 55 et 60 mm de PaO2 et ça va dépendre des signes qui sont associés. Dans les signes qui sont associés, il y a des signes d'insuffisance ventriculaire droite, donc de souffrance cardiaque, de cœur pulmonaire chronique. Il va y avoir une polyglobulie importante, ou alors il va y avoir des désaturations nocturnes avec une saturation inférieure à 90% pendant plus de 30% du temps d'enregistrement. En dernier lieu, on peut avoir recours à de l'oxygène qui est dit de déambulation pour les patients qui vont présenter une désaturation à l'effort prouvée par un test de marche. Le but de cet oxygène de déambulation, c'est vraiment de permettre aux patients d'oxygéner plus et donc de se déplacer plus et de bouger plus, d'être moins dyspnéique pendant ces efforts. On va beaucoup s'en servir pendant la réhabilitation respiratoire. Au quotidien, ça dépend un peu du ressenti du patient. À domicile, il existe plusieurs sources d'oxygène qu'on peut voir là. Il peut exister
soit des concentrateurs. Les concentrateurs, en fait, ils vont venir, comme leur nom l'indique, concentrer l'air, enfin l'oxygène qui est présent dans l'air, et donc faire qu'on va venir administrer directement cet oxygène au patient. Ce concentrateur, il peut être fixe ou il peut être mobile. Il peut y avoir des concentrateurs, comme par exemple le patient à droite, qui va permettre au patient de se déplacer. En cas de consommation d'oxygène trop importante, supérieure ou égale à 4 litres, par contre, nos concentrateurs mobiles ils vont être dépassés. Et donc, on va avoir besoin de bouteilles d'oxygène. Chez les patients qui ont une consommation de base à la maison qui est importante, on va avoir assez rapidement recours à l'oxygène liquide. Et à ce moment-là, c'est des cuves, comme on a en bas à droite, que le prestataire, c'est-à-dire l'entreprise qui fournit l'oxygène au patient, va venir remplir au domicile du patient régulièrement, toutes les semaines, des fois plus s'il y a besoin. Et donc le patient va être relié en permanence par des lunettes d'oxygène à cette cuve. Et donc on voit qu'à domicile, les patients ont des lunettes. Il faut que les tuyaux soient suffisamment longs. L'indication, c'est au minimum 15 heures par jour. Et l'humidification, ça dépend un peu des contextes. Elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, en ce qui concerne les modalités de prescription de l'oxygénothérapie longue durée, il faut bien entendu qu'il y ait un arrêt du tabac, il y a un risque d'explosion et donc un risque pour la sécurité du patient, de ses proches, de son domicile, s'il continue à avoir un tabagisme avec de l'oxygène. C'est une prise en charge à 100%, donc c'est une oxygénothérapie nasale au domicile, supérieure à 16 heures par jour, notamment la nuit. On utilise plutôt initialement des débits assez faibles, des fois on a besoin de débits plus élevés, et qui nécessitent une surveillance régulière, clinique, gazométrique, et avec une fonction respiratoire. Alors pourquoi est-ce qu'on dit au moins 16 heures par jour ? Parce qu'on voit dans les études que le pourcentage de survie en fonction du temps est meilleur à partir du moment où on utilise au moins 16 heures par jour. Par rapport surtout aux patients qui n'ont pas d'oxygène. Donc on demande aux patients de s'en servir surtout la nuit, ça leur permet d'être assez libres dans la journée. Il faut, comme on l'a dit juste avant, faire attention aux conditions de vie des patients à domicile. Il y a des risques pour leur sécurité. Il faut que le prestataire les sensibilise, bien entendu, s'il y a le tabac, mais à toutes les autres sources de chaleur. Par exemple, s'il y a des cheminées à la maison, ou quand ils vont cuisiner, ce genre-là de choses. À l'initiation, au moins, il y a un risque chez un patient à introduire des trop grandes quantités d'oxygène. Le risque d'introduire des trop grandes quantités d'oxygène, c'est que le patient se mette en hypoventilation, ou en tout cas majore une hypoventilation, et donc qu'il y ait une hypercapnie qui augmente ou qui apparaisse et qui puisse devenir symptomatique. Il faut essayer au maximum de garder une possibilité pour augmenter le débit à l'effort. Et l'objectif de saturation doit être à 90 et pas plus chez un patient qui est atteint de PPCO du fait du risque d'hypercapnie. Qu'est-ce que c'est la ventilation non invasive ? Ça va être un dispositif qui va être un masque relié par un tuyau à une machine qui va permettre de pousser de l'oxygène et surtout en fait de l'air avec une aide inspiratoire, et cette poussée ça va permettre, on va dire, d'aider l'entrée d'air à l'intérieur du poumon, d'aider le diaphragme et donc de permettre une meilleure ventilation du patient en diminuant son hypoventilation. En plus de cette aide inspiratoire, il va y avoir un deuxième niveau d'aide
dans la ventilation non invasive, qui va être une aide qui est dite expiratoire, c'est-à-dire une pression expiratoire. C'est-à-dire que quand le patient va souffler, la machine va lui envoyer de l'air. Là, elle va envoyer de l'air à un niveau qui va être plus bas. Et le but d'envoyer de l'air, ça va plus être d'aider directement les muscles du diaphragmatique, ou en tout cas les muscles respiratoires, mais ça va plutôt être de maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes et donc d'éviter les apnées. Donc, si on reprend, la ventilation non invasive, c'est une ventilation à 2 niveaux de pression. Il y a une pression inspiratoire qui aide les muscles respiratoires à faire rentrer l'air. En aidant les muscles respiratoires, ça va venir diminuer l'hypoventilation alvéolaire et donc ça va venir diminuer la PaCO2. La deuxième chose, c'est que ça permet de mettre au repos, au moins en partie, ces muscles respiratoires et donc ça permet au patient et à son organisme de plus se reposer et de diminuer ses dépenses en oxygène. Et en numéro 2, il y a ce qu'on appelle une pression expiratoire. La pression expiratoire, elle permet d'éviter les apnées. Et en dernier lieu, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais elle permet de contrebalancer l'autopep du patient. Donc, quelles sont les indications de la ventilation non invasive? En numéro 1, c'est vraiment les défaillances de la pompe ventilatoire. Et donc, si on dit que c'est les défaillances de la pompe ventilatoire, ça va être les défaillances soit de la commande centrale, donc les atteintes du système nerveux central, ou les atteintes des centres respiratoires. Donc, principalement, les patients qui ont des troubles dans les suites de traumatismes cérébraux, dans les suites d'AVC, ce genre de choses. Il peut y avoir les atteintes du système de conduction, donc les maladies neurologiques du système neuropériphérique, les atteintes de la pompe directement, du diaphragme, de la cage thoracique, donc les SLA, les atteintes diaphragmatiques autres, les atteintes musculaires importantes telles que les myopathies, ou les patients avec des déformations thoraciques très importantes, ou alors le SOH, le syndrome d'obésité-hypoventilation. Et en dernier lieu, il peut arriver que certaines pathologies de l'échangeur, telles que certaines BPCO, vont aboutir, on va dire, sur l'évolution de leur pathologie à une hypoventilation. Et donc, on peut être amené à ventiler ce type-là de patients. Quelles sont les indications de la ventilation non invasive? Pour les maladies qui touchent la pompe ventilatoire, c'est à partir du moment où les patients vont être symptomatiques, donc des symptômes d'hypercapnie, principalement des symptômes nocturnes, avec une sensation de mauvais sommeil, des nicturies, donc le fait de se lever pour faire pipi, ou alors des céphalées en barre matinales. Les autres indications, c'est un gaz carbonique qui est supérieur à 45 mm de mercure sur une gazométrie, ou une atteinte importante avec un trouble ventilatoire restrictif au niveau de la fonction respiratoire. Chez les patients atteints de BPCO, on va être un peu plus permissif, c'est-à-dire qu'on va tolérer une capnie, un gaz carbonique plus élevé dans l'organisme, mais on va aller chercher à associer d'autres symptômes, soit un patient chez lequel on a un échec de l'oxygénothérapie, c'est-à-dire que le patient n'est pas bien sous oxygène ou a une capnie qui se majore sous oxygène. Bien entendu, un patient qui est symptomatique ou un patient qui va avoir des exacerbations de BPCO qui vont être fréquentes. Il faut savoir que la ventilation non invasive, en aigu, elle a prouvé une efficacité franche dans les décompensations de BPCO, mais également chez les patients qui ont des atteintes de la pompe, qui vont être hypercapniques en aigu. Donc là, on vous a remis l'étude qui a montré en 1995, donc ça commence un petit peu à dater, l'intérêt de la VNI chez les patients BPCO en exacerbation, avec une diminution du nombre d'intubations, une diminution de la durée de séjour, une diminution des complications et de la mortalité.
Le nerf de la guerre en ce qui concerne la PPCO, ça va vraiment être les interfaces, c'est-à-dire les masques. Ils sont de mieux en mieux tolérés, mais il faut essayer de s'adapter au mieux aux patients. Il peut y avoir une interface qui va se poser sur le nez, qui sont dites des interfaces nasaux, des interfaces qui prennent le nez et la bouche, des interfaces naso-buccaux, ou alors des pipettes, comme deux petits crochets qu'on va venir mettre au niveau du nez. Et comme je vous disais, quand on regarde au niveau des masques, là on vous a mis l'image d'une patiente avec un des tout premiers masques, on va dire, qui puisse exister. Maintenant, on est sur des choses qui sont quand même beaucoup mieux, beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus confortables pour les patients. Et encore, on a encore des nouvelles choses avec des aimants pour permettre aux patients de les enlever encore plus facilement. On a des plastiques qui sont développés pour diminuer au maximum les appuis et les risques d'escarre, surtout au niveau de l'arête nasale. Donc c'est des choses sur lesquelles ça évolue en permanence. Et donc maintenant, voilà, on obtient des choses comme ça, avec des patients qui peuvent même faire du réentraînement directement avec la machine, en marchant ou en pédalant sur des vélos. Et donc je vous remercie de votre attention et ce cours sur l'insuffisance respiratoire chronique est donc terminé. Merci à vous.